Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur une émission spéciale de Connaissez-vous l'autre? Nous avons une série d'émissions en production sur l'ornithologie, c'est-à-dire une science d'observation des oiseaux, de la connaissance des oiseaux. Et nous avons aujourd'hui un expert dans le domaine qui est M. André Cyr. Alors, il est avec nous aujourd'hui, M. André Cyr. Bonjour. Bonjour, Vous venez de où, monsieur? Pas d'un arbre, là, hein? je viens de Montréal. Montréal. Il y a des arbres à Montréal. Oui, mais il y avait le cimetière protestant, puis j'y allais continuellement pour voir les oiseaux. Bon, ben, c'est parce qu'il y a des oiseaux pas mal aussi, on Il y s'en en a sortir. partout. Il y en a partout. Alors aujourd'hui, j'imagine que je peux vous poser la question qui tue. Vous avez commencé comment à devenir observateur d'oiseaux? Daté d'à peu près l'âge de 3 ans, 4 ans, mon grand-père nous amenait, ma soeur puis moi, sur le long du lac. Puis il y avait, en Mauricie, il y avait un huard, entre autres, qui chantait. Puis un huard, n'importe où, ça transporte le monde, de toute façon. Sinon, plus régulièrement, puis plus consciemment, c'est dans un camp de vacances. Il y avait un curé qui est devenu évêque au Québec éventuellement, puis qui imitait entre autres aussi les oiseaux, puis qui était maniaque des oiseaux. Alors, moi, je me suis dit même très jeune, si lui est capable d'imiter les oiseaux, moi aussi, mais je me suis mis à étudier, puis à raffoler de l'observation d'oiseaux. Quand tu as des oiseaux à moins qu'un pied de toi, là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Mettez-en. Est-ce que, et quand vous avez fait ça, vous avez commencé à imiter les oiseaux, j'imagine que vous en avez photographié beaucoup. Ça, c'est venu un petit peu plus tard, parce que les premières photos, j'avais une boîte à savon, puis l'oiseau, même s'il était à 3 pieds, sur une boîte à savon, c'est 35 mm. L'oiseau est bien, bien petit. Alors, tant que j'ai pas été capable de m'équiper vers la fin de mon collège, à peu près, là, un peu plus tard, j'ai pas touché à ce moment-là à la photo avant beaucoup. Avez-vous, ben, vous m'avez parlé, quand on s'est rencontrés dans le pleine nature, que vous aviez un site d'ornithologie que vous avez créé, une sorte de blog, je pense. Non, c'est un site qui existe Il existait pour les déjà. ornithologues qui s'appelle OrnithoQC. J'ai participé à la fondation de ça, mais OrnithoQC, c'est un site où les gens partagent leurs observations puis toutes sortes de choses sur les oiseaux. Alors, j'ai communiqué beaucoup là-dessus depuis ses tout débuts. Là. D'accord. Ça veut dire que ça, c'est comme une salle de rencontre de tous les experts qui parlent Ouais. d'oiseaux puis qui se retrouvent là-dedans. Là. Quoique maintenant, avec les cellulaires, ben, il y a d'autres moyens de communiquer certaines informations, mais c'est plus euh, réduit comme quantité d'informations qui circulent. J'ai vu tel oiseau à tel endroit, puis des choses comme ça, mais pas de discuter, pas d'échanger, c'est beaucoup moins en tout cas. D'accord. Dans nos séries d'émissions, on va parler d'une variété d'oiseaux particulièrement. Parfois, on en parlera de deux variétés quand on aura le temps. Mais aujourd'hui, de quel oiseau vous auriez aimé nous parler? Du merle d'Amérique. D'abord, c'est un oiseau très connu, puis que tout le monde connaît, puis qui a une grande répartition partout au Québec, entre autres. Alors, c'est un oiseau immanquable, disons. C'est celui qui est la bedaine rouge? Effectivement, je vais en parler quand même tantôt, là, mais c'est un oiseau d'abord, qui est celui qui nous réveille le matin, tout partout. C'est un oiseau qui est très, très répandu, que les gens appelaient avant rouge-gorge, mais c'est une fausse appellation d'un oiseau qui vient d'Europe quand les Européens sont arrivés ici. Ils connaissaient leurs oiseaux, ils ont transposé leur nom sur nos oiseaux, puis là, ça a fait de la pagaille au niveau des noms pendant longtemps. C'est vrai qu'il est observé beaucoup. Je pense que c'est un oiseau qui me semble. J'ai cru voir que cet oiseau-là mangeait des vers de terre. Ça se peut-tu? Effectivement, mais même si on le voit manger ça l'été, ça dure juste quelques mois. Le reste de l'année, il est frugivore. Euh, c'est un régime, là, comme même tous les insectes, tous les oiseaux qu'on appelle insectivores mangent des insectes l'été, mais beaucoup d'entre eux changent de régime alimentaire encore vers beaucoup de frugivorie pour l'hiver. Oui, puis à l'automne, ben, on sait que tous les fruits sont mûrs, alors il en profite. C'est ça. Puis quand il y a plus de fruits, ben, ils peuvent rester plus longtemps parmi nous. Le merle d'Amérique, c'est-tu un oiseau qui fait son nid près du sol ou dans les airs? Dans les Les airs? deux. Il fait les deux? J'en ai vu très très bas, puis j'en ai vu à 30-40 pieds dans les airs. Ah, c'est assez curieux, pareil. Hein, mais il y a des oiseaux qui s'accrochent les nids suspendus, puis il y en a d'autres qui sont. D'autres, c'est carrément au sol tout le temps. Puis, Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le merle d'Amérique par rapport à. D'abord, il ne migre pas. Il vit tout l'hiver ici. euh, il va rester l'hiver s'il y a assez de nourriture. Tous les oiseaux euh, qui restent ici l'hiver, c'est parce qu'ils sont capables d'avoir accès à de la nourriture. Quand l'eau gèle, les canards n'ont plus accès à l'eau. Mais dans les estuaires ou dans
embouchures de rivières, l'eau ne gèle pas parce que l'eau est trop courante. Bon, tu peux te ramasser avec un 200 canards, des bernaches, des goélands, parce qu'ils ont accès à la nourriture en dessous. Les insectes sont plus disponibles pendant l'hiver, donc tous les insectivores s'en vont en général, mais ceux qui peuvent manger des fruits qui sont abondants ici comme cette année, ben, Il il y a reste des plus chances longtemps. qu'il en reste une certaine quantité pendant tout l'hiver. OK. Ils restent le plus longtemps qu'ils peuvent, puis après ça, ils migrent, puis ils reviennent au printemps. Il y a beaucoup de ces espèces-là, même s'ils peuvent manger des fruits, ils vont quand même migrer parce qu'ils ne sont pas nécessairement adaptés. Je pense à la mésange, on va en parler dans une autre émission. La mésange a des pattes qui sont assez résistantes pour supporter le froid, même assez fort. Alors que le junco, lui, qui est plus gros, il n'est pas adapté à ça. Fait que quand on voit un junco, puis il y a des froids plus intenses très tôt à l'automne, il est obligé de mettre ses pattes dans ses plumes, une à la fois, puis il change de patte. Tandis que la mésange n'a pas besoin de ça, elle est capable de. Puis les gibleux non plus. Puis le merle d'Amérique, c'est-tu la même chose? Il y a des pattes un peu fragiles au froid. Un peu moins que le junco sûrement, puis assez résistant, en tout cas pour passer l'hiver, des fois même, on peut même trouver des bandes, des fois de 10, 20, 30 merles d'Amérique en plein hiver, s'il y a assez de fruits. S'il y a assez de fruits, ouais. Puis il y a beaucoup de fruits qu'on sait qui sèchent dans les arbres, puis ils sont mangeables même gelés, je pense. Oh oui. Je savais pas ça, je l'ai découvert récemment. Ouais. Ah. Puis il y a des fruits qui sont mangés seulement après qu'ils aient gelé, comme les viornes, par exemple. On pourrait d'ailleurs sûrement avoir des capsules où on parle pas d'une espèce en particulier, mais d'un phénomène sur les oiseaux. Notre merle, c'est celui qui turlute, qui nous réveille. Pourquoi il peut nous réveiller si tôt que ça? C'est parce qu'il a la capacité dans sa rétine de pouvoir voir dans le proche infrarouge. Donc, lui, il commence à voir avant nous autres, très tôt le matin ou tard le soir. Donc, il est actif beaucoup plus de bonne heure que les autres oiseaux. Les grives, c'est la même chose. Toutes les grives ont cette particularité-là. La turlute, c'est à peu près ça. Mais ce chant-là est assez caractéristique pour que les gens le connaissent. Puis, l'oiseau est assez visible tout partout pour qu'on puisse le retrouver facilement. Antérieurement, on l'appelait rouge-gorge parce que beaucoup d'espèces ont supporté des noms d'oiseaux venant d'Européens qui sont arrivés ici, qui ne connaissaient pas nos oiseaux, comme l'île aux grues. Ben, c'est pas une île aux grues, c'est une île aux hérons. Les gens ne savaient pas dans ce temps-là. Puis éventuellement, ben, on a fait du ménage vers les années 84 à peu près des noms d'oiseaux. Puis là, on est arrivé avec quelque chose qui se tient un peu plus. Sinon, bien, l'avantage du merle, c'est que c'est pas l'oiseau le plus abondant, disons, au Québec, mais c'est l'oiseau le plus répandu. Il est dans le plus d'endroits partout dans le Québec là, de façon très, très régulière. Il est autant dans des forêts que dans des milieux ouverts, que dans de la broussaille, que près d'un marais, qu'en ville. Alors que le carouge, qui est peut-être plus abondant, on en trouve des centaines de milliers en groupe des fois, ben, il est dans les marais, dans les fossés, dans les champs, mais il n'est pas dans les forêts du tout. Donc, il est très concentré, peut-être plus abondant, mais il n'est pas aussi répandu. Donc, on le voit moins qu'un merle, puis un merle, ben, il est dans le cours de tout le monde. Il ne va pas à la mangeoire, mais l'autre chose qui est bien importante de savoir, c'est que même si tout le monde sait que c'est un mangeur de vers de terre principalement, puis il va nourrir aussi ses jeunes de ça, il va changer d'alimentation, ce qu'il a commencé à faire à ces années, puis il est devenu frugivore. Alors, quand il y a des années, comme il y a 2 ans, il y avait beaucoup, beaucoup de fruits, il y a eu des merles qui ont passé l'hiver. Cette année, pas l'an passé. L'an passé, il y avait moins de fruits en général. Puis cette année, la plupart des arbres fruitiers, c'est aux 2 ans que ça produit beaucoup. Cette année, une grosse, grosse production. Tu te promènes dans les rues, puis tu vois un sorbier, tout de suite, 3, 4, 5, 10 merles qui sont là. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que c'est un oiseau qui est très prolifique. C'est pas des quantités de jeunes, mais c'est 3 nichés régulièrement par année. Il va y avoir une première nichée, puis éventuellement, en cours de route, il va quitter la femelle, puis la femelle va continuer toute seule, puis éventuellement, il va commencer une deuxième nichée. Donc, ça fait beaucoup d'œufs. D'ailleurs, beaucoup de monde ont facilement vu un œuf de merlune coquille au moins. Parce que la plupart des oiseaux prennent la coquille de l'œuf quand l'œuf est éclos, puis ils vont la rejeter à l'extérieur. Puis comme ils nichent beaucoup dans les villes, bien souvent, en pleine ville, sur un trottoir, sur un gazon, on va trouver un reste de coquille de merle qui est turquoise. C'est immanquable. Tout le monde, il y a bien du monde en tout cas qui a déjà vu ça. Donc, c'est un oiseau intéressant pour ça. Sinon, bien, un phénomène qu'on voit moins souvent, c'est
toute la question de l'accouplement puis de la nidification comme telle, avec des comportements qui sont bien intéressants à observer. J'ai eu l'occasion de voir au printemps, à un moment donné, il y avait une femelle qui avançait de quelques mètres, le mâle suivait, puis restait en retrait de 1 ou 2 mètres, et puis avec des petits cris, puis là, la femelle avançait un petit peu, puis le mâle continuait à avancer. Donc, c'est une espèce de guichage de la part de la femelle pour attirer le mâle, mais pas se laisser couper immédiatement. Puis éventuellement, ben là, ça m'est arrivé justement de photographier avec mon garçon un couple de merles en accouplement. La femelle, pour montrer qu'elle est vraiment réceptive, d'abord, elle se perche sur un support quelconque, en général une branche, avec déjà des matériaux de construction qui vont servir dans le nid, dans son bec. Et elle se tient aussi légèrement accroupie. Le mâle approche de côté parce qu'évidemment, il se rend compte que la femelle est réceptive, elle le montre très bien. Éventuellement, ben, le mâle va monter sur la femelle. L'accouplement se fait chez les oiseaux de cloaque à cloaque. Ils n'ont pas d'organes reproducteurs comme chez les mammifères en général avec un pénis. C'est de cloaque à cloaque. Donc, le sperme est simplement passé de la femelle, du mâle à la femelle. Puis, bon, mais éventuellement, une fois que l'accouplement est fait, chacun se brasse, se ramasse les plumes, puis la femelle, bon, elle part de son côté, puis ben, ou encore ils vont continuer à être ensemble pour construire au moins le nid, puis après ça, bien, la femelle va s'occuper des. Le mâle, il reste pas avec la femelle tout le temps? Au début surtout, en particulier parce que il y a un danger possible de la part de prédateurs. Par exemple, un oiseau qui fait son nid va investir jusqu'à éventuellement produire des œufs et des jeunes, mais s'il y a un dérangement majeur dans les moments précoces de la nidification, ils peuvent abandonner facilement le nid, même s'ils ont même des œufs de pondu. Euh, Par exemple, j'ai observé un nid derrière chez moi, puis ce printemps-là, ils ont construit pas mal tout le nid au complet, mais il y avait probablement du dérangement de la part de certains locataires ou certaines personnes qui se promenaient ou encore des ondeuses dans le coin. Ce qui fait qu'ils ont construit le nid puis ils n'ont jamais niché. Un autre que j'ai trouvé, ben là, c'est une raison différente. Pas loin du marais, là, le long de la promenade à Magog. Ils ont niché, ils ont produit des œufs, des jeunes. Puis une fois, il y avait des quiscales bronzés qui sont venus déranger, puis là, ben, il y avait de la pagaille, puis ça criait. Mais les quiscales sont partis, puis les merles ont continué à nicher. Et il a dû y avoir un passage de peut-être un raton, ou ben non, un bleu. Le nid était à peu près 3 pieds du sol. Puis, éventuellement, ben, la niche a floppé, puis c'est fini. Ouais, puis Alors, ça peut être un chat ou un chien aussi qui a passé. oui, ça se pourrait, mais disons, j'opterais plutôt pour Attends. un animal sauvage. Ça peut être juste un bleu. Les bleus, quand les jeunes sont encore très jeunes, ou encore quand les œufs sont, quel que soit l'âge, ils vont faire de la prédation là-dessus facilement. L'observation de l'accouplement, c'est fascinant, d'autant plus qu'on n'en voit pas souvent chez beaucoup. On peut prévoir qu'il va y en avoir un, mais c'est tellement rapide, c'est une fraction de seconde ou quelques secondes à peine, que les oiseaux se laissent. Donc l'abandon des œufs ou des nids, c'est fréquent, puis souvent, ils sont obligés de recommencer. Heureusement qu'ils font beaucoup de nichés. 2, 3, 4 œufs, non, 3, 4 œufs en général dans un nid. Fait que ça produit quand même assez bien. L'autre particularité des merles, c'est qu'ils ont la capacité de sortir du nid plus jeune que quand ils sont complètement prêts avec des ailes avec lesquelles ils peuvent voler. Parce que ce qui se développe très rapidement chez les merles, c'est les pattes. Fait que s'il y a un dérangement quelconque, ils peuvent sauter en bas du nid, puis courir, puis se cacher. Ils ont une autre caractéristique, c'est qu'ils ont le plumage grivelé. Les grives, c'est leur famille, les grives, les merles, les traquets en Europe, etc. Et puis, chez les grives, ben, ils sont tachetés, mouchetés jusqu'à l'âge adulte. Alors que chez les merles, ils sont juste tachetés quand ils sont jeunes. Mais ça leur donne un très bon camouflage, entre autres. Alors, tous ceux qui sont pas grivelés à l'état adulte parmi la famille, les traquets en Europe, les rouges-gorges en Europe, ben, sont grivelés, sont mouchetés à l'automne, quand ils sont jeunes. Mais ça leur permet de bien se camoufler et de se cacher, surtout quand ils sont jeunes. L'autre, euh, L'autre élément qui est intéressant, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est de pouvoir changer de régime alimentaire. Ce qu'on sait moins, puis j'ai déjà consulté continuellement dans ma carrière un volume assez épais qui avait été préparé par le ministère de l'Agriculture des États-Unis. Ils voulaient savoir quelles sont les espèces animales qui causent des dommages en milieu agricole, qui ont fait des recensions de tout ce que les oiseaux puis les mammifères mangeaient, comme plantes en particulier.
Et après ça, ils ont publié un volume, puis avec certains graphiques dans certains cas, quand il y avait beaucoup de données. Le merle en particulier, ben, à partir de l'automne, même le mois d'août, jusqu'au printemps, tant que les gazons sont pas, la terre n'est pas dégelée, il est presque seulement frugivore. Puis ça, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup d'espèces d'oiseaux aussi. C'est une particularité assez intéressante chez les oiseaux de se rendre compte qu'ils changent de régime alimentaire, puis ils peuvent survivre facilement, puis s'alimenter tout l'hiver quand il y a beaucoup de fruits, comme cette année en particulier. Derrière chez moi, il y a des tinelles d'aubépine, il y a des pommetiers assez hauts, et puis il y a des cerisiers à grappes, puis un peu plus loin autour, sur les rues dans le voisinage, il y a beaucoup de sorbiers, mais c'est abondant cette année. Donc, il y a beaucoup de nourriture, autant pour d'autres espèces comme les étourneaux, etc. Puis, c'est assez intéressant tout ça. Finalement, une autre caractéristique intéressante chez ce oiseau-là, c'est qu'il y a une turlute comme chant, mais il y a plusieurs espèces qui chantent un peu comme lui. Puis, donc, il faut quand même apprendre les différences, comme le cardinal à poitrine rose. Peterson, c'est lui qui a créé le premier guide d'identification sur les oiseaux, disait ben le cardinal à poitrine rose chante comme un merle qui a pris des cours de chant. Il chante mieux un peu, mais c'est un oiseau seulement de forêt, en général, ou presque seulement. Sinon, le tangara, lui, a un cri plutôt zézaillé, avec les turlutes quand même. Fait qu'on les reconnaît, mais puis lui aussi, seulement en forêt de toute façon. Incidemment, avant hier, j'ai vu un tangara écarlate, là, tout rouge, avec les ailes noires. Mais à l'automne, ce que j'ai vu, c'est qu'il devient jaune. Jaune sale, avec les ailes noires encore. C'est un bel oiseau. Un bel oiseau. Fait que, avec tout ça, les oiseaux, je me suis jamais tanné, puis j'ai travaillé là-dedans toute ma carrière, puis je continue. Je vais vous parler volontiers de plein d'autres choses plus tard. Alors, comme on est rendu au terme du temps qu'on s'était alloué, la prochaine fois, on parlera d'une autre sorte d'oiseau, hein, avec des nouvelles Je vais photos. penser à peut-être la mésange. Ah, la mésange, ça c'est intéressant. La mésange de tête noire, qui est aussi très connue pour bien du monde. Ok, Mais il y a des particularités intéressantes. d'accord. André, je te remercie beaucoup pour l'introduction, la présentation, puis la prochaine fois, voilà, on va parler de la mésange. Puis merci à tous d'écouter Connaissez-vous l'autre sur Overblog et sur Instagram également, vous pouvez nous trouver. Merci beaucoup, André. On se revoit à la prochaine émission. Bonjour.